Personne ne s'attendait à ce que la légende hollywoodienne termine sa vie dans un mystère effrayant. Que s'est-il passé dans les dernières heures de Gene Hackman? Était-ce une tragédie planifiée ou y avait-il une autre vérité horrible cachée? Suivez-nous pour découvrir la vérité derrière ces mots d'adieu obsédants. Choisir la solitude ou l'isolement. Gene Hackman était autrefois l'un des visages les plus brillants d'Hollywood, s'illustrant dans des rôles mémorables dans French Connection, Impitoyable et La famille Tenenbaum. Il était non seulement une légende du cinéma, mais également connu pour son style fort, humoristique et amical. Cependant, en 2004, alors qu'il était encore au sommet de sa carrière, Hackman a soudainement annoncé sa retraite sans préavis. Il n'y a pas eu de conférence de presse d'adieu, pas d'interview finale, pas d'événement honorifique, il a simplement disparu d'Hollywood. Personne ne s'attendait à ce que le monument immortel de Hollywood mette fin à sa vie, avec un testament sanglant où les derniers souffles de Gene Hackman n'étaient pas de sérénité, mais de cris déchirants. Non pas à cause de la vieillesse, mais d'une autodestruction préécrite où Gene était à la fois le protagoniste, la victime et le complice du destin. Il n'est pas mort paisiblement. Au lieu de cela, le manoir de Santa Fe est devenu une chambre de torture mentale où Gene a été étranglé par les obsessions de l'amour, de la solitude et de la manipulation silencieuse. Son dernier message n'était pas une lettre tremblante écrite à la main, mais un enregistrement top secret où Gene révélait son visage le plus nu, Fable, paniqué et implorant d'être libéré. Qui a forcé Gene à prononcer ces mots? Qui a volé l'autonomie finale d'un homme qui a autrefois dominé Hollywood? Était-ce l'amour ou le contrôle? Un monument n'est pas tombé avec l'âge, mais avec des secrets trop lourds à porter jusqu'à la tombe. Santa Fe, Nouveau-Mexique, la terre ensoleillée aux collines arides et aux cieux infinis, où le coucher de soleil peint les roches rouges d'or. Dans ce lieu apparemment paisible, un nom s'est discrètement retiré des feux de la rampe hollywoodienne. Gene Hackman. Le public le connaissait pour ses rôles froids, nerveux et lourds, de French Connection à Impitoyable, en passant par Conversation secrète. Gene Hackman n'était pas qu'un acteur. Il était le symbole vivant d'une époque cinématographique sans compromis, où le talent devait crier pour gagner sa place sous les projecteurs. Pourtant, alors que la plupart de ses contemporains s'accrochaient à la lumière des projecteurs avec des rôles ultimes ou des retours surprises, Gene Hackman a choisi la voie opposée. Il a disparu. Depuis 2004, date à laquelle il a annoncé qu'il se retirait du métier d'acteur, Hackman a à peine fait d'apparition publique. Pas d'interview. Pas d'événement. Pas même une rétrospective de sa carrière. Tout ce que l'on savait, c'est que lui et sa seconde épouse, Betsy Arakawa, s'étaient retirés dans un manoir au fin fond de la banlieue de Santa Fe, un endroit qu'il appelait le pays du vent et du silence. La maison a rapidement acquis un nom obsédant auprès des habitants, la maison silencieuse, pas seulement à cause de son isolement étrange, mais à cause de l'atmosphère pesante qui l'entoure. Les facteurs voyaient rarement les propriétaires. Le personnel de livraison recevait de courts messages leur demandant de laisser les articles à la porte. Même les voisins vivant à quelques centaines de mètres de là ne voyaient presque jamais Gene Hackman sortir. Il était autrefois le visage du cinéma américain. Aujourd'hui, il n'est plus qu'une ombre derrière ses murs. Un habitant du quartier a dit un jour que des rumeurs se répandaient à cause de ce silence. Certains disaient que Gene Hackman écrivait ses mémoires qui n'ont jamais été publiés. D'autres pensaient qu'il enregistrait ses pensées, ses derniers messages, pour s'adresser aux générations futures. Et d'autres encore croyaient que Betsy Arakawa, la femme qui avait traversé de nombreuses épreuves avec Gene Hackman, lui avait demandé de couper tous les ponts avec Hollywood, comme s'il s'agissait d'un accord tacite entre eux. La vérité est restée inconnue car la Silent Mansion n'a jamais ouvert ses portes aux curieux. La seule information qui a filtré était un petit détail d'un plombier engagé en 2023. Il affirmait avoir vu un vieux magnétophone sur le bureau de Gene Hackman avec une note manuscrite. Derniers mots. Prevaise. Personne ne savait ce que contenait l'enregistrement ou s'il existait vraiment ou s'il s'agissait simplement d'un fantasme exagéré. Mais ce qui s'est passé ensuite a assombri l'atmosphère autour de Gene Hackman. Il a annulé tous ses examens de santé réguliers,
a refusé de répondre aux messages de ses anciens collègues. Un journaliste qui lui a envoyé une lettre pour s'enquérir de sa santé n'a reçu qu'une feuille de papier vierge avec 3 mots. « Laisse-moi tranquille ». Gene Hackman a déclaré une fois lors d'une dernière interview en 2004 « J'ai joué assez d'hommes qui avaient des regrets. Je ne veux pas en être un. » Pourtant, dans la villa ensoleillée de Sainte-Fe, il est devenu l'ombre même des personnages qu'il avait incarnés, solitaire, Mossad, et gardant un secret que personne n'était autorisé à toucher. Betsy Arakawa, la femme qui était avec Gene depuis plus de 30 ans, gardait également un silence absolu. Elle a refusé toutes les demandes d'interview, n'apparaissant même pas avec son mari lors de ses rares sorties. On disait que Betsy était la seule à connaître l'existence de Final Words, l'enregistrement considéré comme le dernier testament de Gene Hackman, dans lequel il révélait ses pensées sur sa carrière, l'amour et les ombres cachées. Ce qui hantait beaucoup de gens, c'était le moment de l'enregistrement. Selon le plombier, la bande semblait avoir été enregistrée vers le début de l'année 2024, alors que Gene Hackman traversait ses mois les plus fragiles. Gene Hackman avait-il senti quelque chose? Savait-il que les jours à venir ne seraient pas les siens? Ou le manoir silencieux était-il devenu une prison mentale? Ou chaque jour était un monologue avec le passé? Personne ne le savait, mais le manoir silencieux était certainement plus qu'une maison. C'était le dernier témoin des secrets d'une légende, où chaque mur, chaque recoin, chaque brise chuchotait des histoires inédites. Les dernières photos de Gene Hackman. Sa silhouette mince dans une poule usée, ses yeux fixant silencieusement le ciel du Nouveau-Mexique, éteint comme le dernier plan d'un chapitre glorieux de l'histoire d'Hollywood. Le dernier plan, sans projecteur, sans applaudissements, juste un homme debout dans les derniers silences de sa vie. Et quelque part à l'intérieur de la demeure silencieuse, la mystérieuse cassette restait, comme une pièce manquante du puzzle de Gene Hackman. Dans le vaste ciel nocturne de Sainte-Fe, où les étoiles formaient un filet argenté au-dessus de la terre rouge aride, se dressait une demeure aussi silencieuse que ses habitants. Pendant plus de 30 ans, Gene Hackman et Betsy Arakawa avaient bravé le soleil brûlant et les vents violents du sud-ouest américain. De l'extérieur, ils formaient un couple parfait, symbole d'un amour humble et durable, à l'abri des projecteurs hollywoodiens. Pourtant, la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît. Derrière les murs de pierre brute, lors des dîners à deux à la lueur des bougies, existait un lien vague et fragile, un mélange d'amour et d'obsession possessive. Un lien étrange, plus tard connu sous un nom tacite, le pacte final. Betsy Arakawa, la petite femme hawaïenne, était autrefois une pianiste aux mains gracieuses et aux yeux doux. Mais derrière cette apparence fragile se cachait une âme complexe, meurtrie et hantée par la séparation. Lorsqu'elle rencontra Gene Hackman pour la première fois dans les années 80, Betsy ne l'aima pas seulement pour sa renommée ou le charme d'une star chevronnée. Elle aima Gene comme s'il était son dernier point d'ancrage, un morceau de bois flotté solitaire dans l'océan qui, s'il était perdu, l'empêcherait de retrouver la terre ferme. Cet amour était d'une beauté à couper le souffle, mais plus il était beau, plus il était dangereux. Les anciens amis de Gene Hackman ont admis qu'après son départ avec Betsy, de nombreuses portes se sont discrètement fermées. Des appels sans réponse. L'absence de Gene lors de fêtes. Peu à peu, Hackman a disparu de la vie sociale, même de ceux qui l'avaient soutenu à ses débuts. Ce n'est pas que j'ai quitté Hollywood. Je voulais juste appartenir à un autre endroit. Gene l'a dit un jour dans un rare moment de franchise. Mais ses proches savaient que cet ailleurs était aux côtés de Betsy, où il a troqué un monde extérieur contre les yeux paisibles de la femme qu'il aimait. Cependant, cette paix n'a jamais été totale. Des chuchotements parmi les anciens amis de Gene Hackman ont révélé que Betsy ne l'aimait pas seulement normalement. Elle était tentée par l'idée que Gene la quitterait, comme trop de gens l'avaient quitté dans le passé. À cause de cette peur, Betsy contrôlait chaque respiration. Chaque contact, chaque nom de la liste de contacts de Gene, même les enfants de Gene Hackman, ces 3 enfants issus de son premier mariage, deviendraient des épines dans le pied de Betsy. Les brefs appels entre le père et les enfants se firent plus rares. Les lettres envoyées de loin ne recevaient que le silence. Personne n'osait dire que Betsy s'immisçait.
Mais personne n'osait nier sa présence invisible dans chaque décision prise par Gene Hackman. Le plus effrayant n'était pas le contrôle, mais ce qu'ils s'étaient engagés à faire ensemble, un accord secret de vie ou de mort qu'ils appelaient discrètement le pacte final. Personne ne savait exactement quand l'accord avait commencé, mais des bribes vagues émergeaient d'histoires fragmentées de quelques vieux amis, par une nuit étoilée de Santa Fe. Dans le jardin de la maison, Gene et Betsy étaient assis ensemble, sous un ciel noir de velours, et se jurèrent que si l'un des deux décédait le premier, l'autre ne serait pas laissé seul dans la solitude. Ils n'appelaient pas cela un serment d'amour romantique. C'était un pacte de vie ou de mort au sens le plus vrai du terme. Un engagement vague entre deux âmes liées jusqu'à la fin, sans se soucier du bien ou du mal, sans se soucier de l'avenir. Les pièces ont commencé à s'assembler lorsque les gens ont appris que Betsy gardait toujours une bouteille de sédatif puissant dans le tiroir de son chevet. Gene Hackman, qui n'avait jamais souffert d'insomnie sévère, a pris des pilules régulièrement pendant des années. Des rêves étranges interrompaient les conversations au milieu de la nuit. Lorsque Gene s'asseyait, le regard vide, près de la fenêtre, marmonnant des mots incompréhensibles. Un jour, se souvient un vieil ami, le seul à être resté en contact avec Gene, je les ai entendus parler. Ils ne se disputaient pas, mais on aurait dit qu'ils préparaient quelque chose qu'aucun des deux ne voulait dire à voix haute. Ce que personne n'osait demander directement à Gene Hackman, le pacte final existait-il vraiment? Et si c'était le cas, s'agissait-il d'un accord entre deux amants ou d'une chaîne les liant dans une peur morbide de la séparation? À l'extérieur, Santa Fe restait silencieuse. Les vents des hautes terres transportaient l'odeur de la terre sèche et de l'herbe brûlée. Mais à l'intérieur du manoir silencieux, où il n'y avait que deux personnes et un accord secret, le temps passait différemment, plus lentement, plus suffocant et enveloppé d'une froideur indescriptible. Betsy Arakawa, la petite femme que Gene Hackman aimait tant, était-elle un ange sauveur ou la geôlière de son âme dans ses dernières années? Et Gene Hackman, qui avait incarné des centaines de personnages forts et puissants, était-il devenu l'otage de son propre mariage? La réponse se trouvait encore quelque part dans les pièces intactes du pacte final. Santa Fe, à la fin de l'hiver, les vents secs bruissant à travers les portes entr'ouvertes de la vieille demeure en pierre au bout de la pente. Cette maison, où Gene Hackman et Betsy Arakawa se sont retirés après les feux de la rampe hollywoodienne, est maintenant devenue une boîte scellée pour les rumeurs et les articles effrayants sur les derniers jours de la légende du cinéma. Et au centre de toutes les rumeurs, la chose la plus obsédante pour le public était le dernier enregistrement de Gene Hackman. Personne ne savait avec certitude si l'enregistrement existait. Mais la rumeur à son sujet a perduré plus longtemps que n'importe quel film classique dans lequel Gene avait joué. Les connaissances, celles qui avaient mis les pieds dans le manoir de Santa Fe avant le jour fatidique, chuchotaient toutes à propos de quelque chose de caché. Un secret que Gene Hackman avait essayé d'emporter avec lui jusqu'à ses derniers instants. Une confession, un murmure désespéré dans l'obscurité. On disait que l'enregistrement n'était pas une lettre manuscrite ordinaire, ni les notes d'un journal intime écrit à la hâte par un homme de 95 ans. Perdu entre des murs familiers, c'était une vraie voix, tremblante et nue, chaque respiration interrompue mêlée d'une peur sèche. Si vous trouvez ceci, je suis désolé. On croyait que c'était la première phrase, des excuses sans début ni fin, sans destination, sans explication. Elle résonnait dans la voix rauque qui était la marque de fabrique de Gene Hackman, mais ce n'était plus la voix de Lex Luthor ou d'un personnage de fiction, mais celle d'un homme confronté à son propre destin. Lorsque l'équipe médico-légale est entrée pour la première fois dans le manoir après l'appel d'un livreur qui n'avait pas reçu de réponse, elle a découvert une scène que personne n'oubliera. Tout était d'une propreté effrayante. La table de la salle à manger était dressée pour deux. Deux verres se faisant face, avec seulement quelques gouttes de liquide ambré. Sur la table, pas de livres ni de lettres, mais un petit magnétophone ancien niché parmi une pile de serviettes blanches immaculées. L'appareil n'était pas allumé. Personne ne l'avait touché, mais il était comme un accessoire, installé en attendant que la bonne personne le trouve. Lorsque la main tremblante d'un enquêteur alluma la machine, tout devint silencieux. Aucun son, aucun enregistrement.
La carte mémoire était vide, mais dans le rapport interne rédigé par la suite, un détail fut consigné. Au fond de l'enregistreur, il y avait une mèche de cheveux argentés. Selon les histoires transmises par ceux qui avaient servi la famille Hackman, Gene avait essayé de tenir un journal vocal après avoir eu 90 ans. Il n'écrivait pas à la main à cause des tremblements liés à l'âge. Au lieu de cela, chaque soir avant de se coucher, il allumait la machine, se disait quelques mots. De petites pensées, des souvenirs fragmentés, des bribes de souvenirs sur Hollywood et Betsy. Mais au bout d'un moment, il cesse d'enregistrer. Et c'est Betsy qui mit la machine dans le coffre-fort de la chambre. C'est mieux ainsi, dit-elle à une femme de ménage proche. Personne ne savait ce qu'elle voulait dire. Seulement que, depuis ce jour-là, la maison semblait devenir silencieuse. Certains prétendent avoir entendu Leslie Hackman, la fille de Gene, admettre qu'elle avait une copie de l'enregistrement. Mais le silence absolu de Leslie n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Les gens croyaient que l'enregistrement n'était pas seulement un adieu, mais une accusation. Peut-être à propos de Betsy, de l'accord obsédant de vie ou de mort entre eux, ou même un dernier appel à échapper à quelque chose. Plustard. Les enquêteurs, bien qu'ils n'aient trouvé aucun enregistrement, ont noté une chose. La maison où Gene Hackman et Betsy Arakawa sont décédés était aménagée comme une froide scène de Broadway. Chaque objet, chaque siège, chaque photo de famille, tout était disposé dans un ordre étrange, presque parfaitement symétrique, comme si quelqu'un avait tout scénarisé, de la faible lumière à travers les fenêtres à la façon dont les deux verres étaient placés face à face sur la table à manger. Ce n'était pas comme la scène d'un décès soudain. C'était comme les coulisses d'une pièce de théâtre où Gene Hackman et Betsy Arakawa étaient les deux acteurs principaux. Et le destin lui-même était le seul public. Parmi tous les visages qui sont apparus après la fermeture, celui de Leslie Hackman était le plus obsédant. Sans pleurs, sans excuses, sans explication. Elle n'a dit qu'une chose à la presse. Mon père était un conteur. Même dans ses derniers instants, il a raconté l'histoire qu'il voulait raconter. Y avait-il un enregistrement? Y avait-il un appel à l'aide? Y avait-il une vérité terrifiante enfouie sous la peinture brillante du manoir de Santa Fe? Personne ne le savait. Et ce silence même était la preuve la plus terrifiante. Lorsque les lumières d'Hollywood se sont éteintes, lorsque les portes du manoir de Santa Fe se sont fermées à jamais, les gens se sont encore demandé ce que Gene Hackman avait dit cette dernière nuit et qu'il l'avait vraiment écouté. Il y a des périodes dans la vie d'une personne qui passent tranquillement, faiblement, dont personne ne se souvient. Mais il y a aussi des périodes qui deviennent légendaires, non pas parce qu'elles sont trop bruyantes, mais parce qu'elles disparaissent complètement du flux de la réalité. C'est ce que les gens disent des semaines fantômes. Les dernières semaines étranges à l'intérieur du manoir de Santa Fe de Gene Hackman et Betsy Arakawa. Les voisins vivant autour de Santa Fe, habitués à l'isolement du couple, n'avaient jamais vu la maison sombrer dans un tel isolement. Pas de courrier livré, pas de livraison. Personne ne va et ne vient. Pas même les aides de longue date. La grille en fer au bout de la pente était bien fermée. La serrure électrique constamment activée, les caméras de sécurité pointées vers l'extérieur. Mais ces caméras ont été le premier détail à révéler l'anomalie. Les données du système de surveillance ont enregistré que toutes les caméras extérieures ont cessé de fonctionner le 14 février à 17h32. Aucun dysfonctionnement, aucun sabotage. Elles ont simplement été débranchées, comme si les propriétaires avaient intentionnellement coupé l'alimentation électrique, isolant ainsi tout leur espace de vie des regards extérieurs. À partir de ce moment, tout contact avec Gene et Betsy a progressivement disparu dans le vide. Les informations provenant de la pharmacie locale ont révélé une série de transactions déroutantes. Au cours des 3 mois précédant l'auto-isolement de la maison, une grande quantité de sédatifs, d'analgésiques et de somnifères puissants ont été prescrits à plusieurs reprises au nom de Gene et Betsy. Personne ne les a vus apparaître directement à la pharmacie. Toutes les commandes étaient livrées à la porte du manoir, où un livreur confirmait qu'il n'avait jamais été autorisé à franchir la grille. Il est à noter que parmi ces médicaments, certaines ordonnances concernaient des patients en phase terminale, qui se préparaient à un voyage sans retour. Mais le dossier médical de Gene montrait que,
malgré une santé déclinante. Il n'était pas atteint de maladie en phase terminale, ni de cancer, ni de troubles neurologiques graves. Alors, pourquoi ces médicaments ont-ils été achetés? Lorsque les enquêteurs ont enfoncé la porte d'entrée pour entrer dans la maison après avoir signalé une personne disparue, ils ont été confrontés à un paradoxe effrayant. La porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. La vieille serrure parfaitement entretenue, sans aucun signe d'effraction. Toutes les fenêtres, grandes et petites, avaient leurs rideaux tirés, certaines même scellées avec du ruban adhésif noir sur les bords, bloquant complètement la lumière naturelle. Tous les appareils de communication, téléphones fixes, téléphones portables, tablettes, étaient éteints et soigneusement rangés dans des tiroirs, les piles retirées. L'Internet de la maison a été coupé le jour même où les caméras ont cessé de fonctionner. Toute la maison était comme un vaisseau scellé, flottant dans l'espace, coupant toute connexion avec la Terre. Dans toute la maison, des signes de vie subsistaient, mais tout semblait brusquement abandonné. Un livre que Jean lisait, posé face contre terre sur un fauteuil, une tasse de thé froid, la surface recouverte d'un mince film brumeux, des vêtements propres pliés, mais jamais portés. Tout semblait s'être arrêté en un instant, puis suspendu dans les limbes. Le réfrigérateur était plein de nourriture, mais il n'y avait aucun signe de cuisine depuis des semaines. La lampe de chevet était allumée 24 heures sur 24, mais le lit double était presque intact. Les semaines fantômes n'étaient pas seulement une période de disparition, mais un fossé entre la vie et la mort, où les gens existaient sans vraiment vivre. Une pièce du 2e étage, où Betsy avait l'habitude de pratiquer le piano, avait été complètement transformée. Au lieu du piano et du pupitre, une longue table recouverte d'une nappe blanche se dressait au centre de la pièce, sur laquelle étaient soigneusement disposés des objets étranges. Un épais cahier répertoriant les chansons préférées de Jean et Betsy, non pas pour les écouter, mais pour les utiliser lors d'une cérémonie. Une grande boîte à médicaments, divisée en compartiments par heure, avec des doses d'analgésiques extrêmement puissants. 2 enveloppes scellées, sans nom de destinataire. Tout dans cette pièce ressemblait à un petit hôtel pour les propriétaires, où ils se préparaient à leur propre départ. Chaque détail, chaque souffle. Aucun signe d'intrusion extérieure, aucune violence, aucun signe de lutte. Tout indiquait une seule possibilité. Jean et Betsy avaient choisi de s'enfermer dans la maison, se préparant à un départ méticuleusement planifié. Mais pourquoi? Pourquoi une légende qui arpentait autrefois fièrement les tapis rouges, une icône immortelle du grand écran, choisirait-elle de disparaître tranquillement derrière des murs de pierre froide? Qu'est-ce qui a poussé 2 personnes qui avaient passé la moitié de leur vie ensemble à se livrer à un rituel d'isolement aussi étrange? Avaient-ils peur de quelque chose? Ou se sont-ils transformés en acteurs d'une dernière pièce, dont la scène était le manoir de Saint-Afait et le seul public le silence absolu? Les semaines fantômes s'écoulèrent comme si elles n'avaient jamais existé. Toutes les données enregistrées furent effacées. Tous les témoins gardèrent le silence, y compris Leslie Hackman, la seule à avoir été appelée avant que la police ne défonce la porte. Et lorsque Leslie se retrouva dans la pièce vide, regardant le mur nu, elle ne prononça qu'une seule phrase. Ils ont écrit leur propre scénario. Je n'ai pas pu le changer. Ces semaines fantômes resteront peut-être à jamais un espace sombre et fermé, où se mêlent souvenirs, peurs et vérités, en attendant que quelqu'un d'assez courageux franchisse la dernière porte. L'amour est-il le salut ou une cage dorée? Cette question hante Leslie Hackman depuis le moment où elle s'est tenue sur le porche du manoir de Saint-Afait, regardant la lourde porte en bois se refermer derrière l'équipe médico-légale. Gene Hackman, le père qui était resté une icône inébranlable dans la mémoire de Leslie, était désormais un héritage fracturé, où les morceaux du passé tombaient à chaque pas qu'elle faisait dans le mystère final. Pendant près de 30 ans, Betsy Arakawa a toujours été présentée par les médias comme une femme dans l'ombre, soutenant discrètement Gene Hackman. Mais à mesure que les pièces des semaines fantômes ont été rassemblées, Leslie a commencé à voir une image différente. Betsy n'était pas seulement une compagne, elle aurait pu être la réalisatrice. Les dossiers médicaux que Leslie a rassemblés dans les hôpitaux de Saint-Afait et auprès des médecins privés de Gene ont révélé des détails troublants.
alors que Jean était encore suffisamment lucide pour prendre des décisions concernant son traitement. Des médicaments et des conseils au plan de soins de longue durée. Toutes les ordonnances de somnifères, de sédatifs et d'analgésiques à forte dose étaient au nom de Betsy. Il n'y avait pas d'ordonnance directe de Jean. Betsy Signet. Betsy recevait. Betsy détenait la clé de l'armoire à pharmacie. Des régimes hypercaloriques aux rares visites d'invités. Tout dans la vie de Jean passait par le filtre de Betsy. Au début, Leslie pensait que c'était de l'amour. L'amour d'une épouse dévouée pour son mari vieillissant. Mais plus elle se plongeait dans les notes, les emails entre Betsy et l'équipe médicale, plus cet amour ressemblait à une chaîne dorée. Jean ne devrait pas regarder les informations trop longtemps. Jean doit éviter les personnes qui le contrarient. Jean devrait prendre ce médicament plutôt que celui-là. Chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, passait par Betsy, même la façon dont Jean devait envisager la mort. Leslie se souvenait très bien de Gene Hackman à son apogée. Fort, Door, personne ne pouvait lui imposer ses idées. Il choisissait ses rôles instinctivement, rejetait les scénarios à $1 million simplement parce qu'ils ne lui plaisaient pas. Il se lançait dans des disputes houleuses avec les réalisateurs, quittait les plateaux s'il se sentait manquer de respect. Pourtant, dans sa vieillesse, cet homme avait presque disparu. Lors de ses dernières interviews, Leslie vit son père parler à partir de scripts préparés par Betsy, évitant les questions sensibles. Ses yeux se détournaient. Sa main reposait sur celle de Betsy comme s'il tenait une bouée de sauvetage ou était peut-être tenue fermement. À partir de 2017, lorsque la santé de Jean a commencé à décliner, Leslie a remarqué un changement dans l'équilibre des pouvoirs. Betsy est devenue l'unique porte-parole, prenant toutes les décisions pour Jean, refusant même les offres d'interview ou de retour au cinéma sans le consulter. Leslie se souvient d'une nuit d'été en 2019 où elle lui a rendu une visite surprise sans prévenir. Betsy n'ouvrit pas immédiatement la porte. Leslie insiste pour attendre et elle la laissa entrer à contre-cœur. Jean était assis dans le salon, mais ses yeux étaient aussi troubles que du verre poussiéreux, son sourire forcé. Et chaque phrase commençait par « Betsy pense que… » Betsy m'a dit que je devrais écouter Betsy. Le père puissant d'antan était désormais diminué dans sa propre vie, comme un acteur supplémentaire debout sur la touche, attendant que quelqu'un lui donne ses répliques. Betsy a toujours insisté sur le fait que toutes les décisions concernant le traitement, les médicaments et même le jour de leur décès étaient le choix de Jean. Mais Leslie n'y croyait pas. Les ordonnances que Betsy recevait, les notes manuscrites laissées dans la chambre, où Betsy énumérait les tâches à accomplir pour aider Jean à mourir en paix, racontait une autre histoire. La plus grande question hantait Leslie. Gene Hackman voulait-il vraiment mourir? Ou Betsy l'avait-elle décidé pour lui? Le silence de Leslie, après avoir entendu l'enregistrement top secret de Jean, n'était pas seulement dû à la douleur de perdre son père. C'était aussi de la peur. La peur que la voix sur l'enregistrement ne soit plus celle de Gene Hackman, mais juste l'écho de Betsy à travers des mots qu'il avait été forcé de lire. Elle ne détestait pas Betsy, ne pouvait pas détester la femme qui s'était occupée de son père pendant près de 30 ans. Mais la gratitude ne suffisait pas à dissiper le soupçon que Gene Hackman, l'icône de la force et de la liberté, ait pu vivre ses dernières années comme une marionnette contrôlée par un amour doux et manipulateur. Et lorsque les portes du manoir de Santa Fe se sont refermées pour la dernière fois, Leslie a su. La réponse au sort de Gene Hackman, qui détenait vraiment la clé, serait à jamais enfermée dans cette maison, avec les secrets enfouis. Il y a des maisons qui ne deviennent jamais vraiment des ruines, même lorsque leurs habitants sont partis depuis longtemps. Le manoir de Santa Fe est l'un de ces endroits. Ce n'est pas seulement la dernière villa de retraite de Gene Hackman, mais une entité vivante qui respire à chaque pas, silencieuse à chaque brise qui traverse les fenêtres qui ne sont jamais complètement fermées. Les habitants de Santa Fe l'appellent la maison qui chuchote. Les histoires se répandent de voisins en anciens membres du personnel d'entretien, et même de ceux qui ont aperçu Gene Hackman debout près de la fenêtre, regardant au loin vers les montagnes sangres de cristaux. Les chuchotements ne cessent jamais. On pense que les souffles de Gene et Betsy n'ont jamais quitté la maison. Pas des fantômes physiques, mais un flot de souvenirs à jamais emprisonnés, se rejoignant comme un vieux film usé. Des fragments de conversation,
Des pas de minuit résonnant sur les planchers de bois, le bruit des portes s'ouvrant et se fermant doucement, même si le manoir est bien fermé à clé. Ils s'aimaient, un amour assez fort pour brûler les deux âmes. Mais ils avaient aussi peur l'un de l'autre, peur de perdre l'autre, peur d'un jour sans quelqu'un à qui s'accrocher dans l'obscurité de la vieillesse. Cette peur a transformé la maison en une tombe vivante, enterrant chaque sourire, chaque rêve inachevé. Leslie Hackman, l'unique héritière de Jean, n'a pas vendu la maison, ni aménagé, mais elle y retourne une fois par an, à la date anniversaire de la mort de son père, se tenant devant la lourde porte en bois, sa main tremblante sur la poignée, mais n'osant jamais la tourner. « Je l'entends », a dit Leslie une fois lors d'une rare interview, pas d'une voix claire, juste un sentiment, une présence, une tristesse suspendue dans l'air. Il y a des choses qu'il n'a jamais dites, des questions qu'il n'a jamais posées, et maintenant elles sont toutes enfermées dans cette maison. Gene Hackman a-t-il vraiment laissé un dernier enregistrement? Cette question hantait les journalistes, les fans et les réalisateurs de documentaires qui tentaient d'approcher Leslie, mais personne n'a entendu l'enregistrement à part elle. Pas une seconde de son, pas une copie n'a été révélée. Certains pensent que la cassette contient de sombres vérités sur l'amour, le control, l'accord secret entre Jean et Betsy dans leurs derniers jours. D'autres pensent que l'enregistrement n'était pas l'adieu de Jean au monde, mais son adieu à lui-même. Une phrase écrite et lue par lui-même, clôturant sa propre vie. Leslie n'a pas confirmé. Elle a seulement dit que certains secrets devraient être enterrés avec le défunt. La maison est toujours là, solitaire sur la colline. Personne n'ose l'acheter. Les équipes de tournage qui ont demandé à filmer ont rencontré d'étranges dysfonctionnements en entrant dans l'arrière-cour. Les images étaient déformées, le son était perdu ou enregistrait des bruits inexpliqués, comme le traînage de chaises en bois, le soupir de quelqu'un dans une pièce vide. Le manoir de Sainte-Fée n'est pas seulement une propriété, c'est un mausolée vivant, où les secrets sont enfermés dans chaque morceau de bois, chaque brique, chaque interstice de fenêtre. Quiconque y pénètre se sent observé par des yeux invisibles. Des questions planant dans l'air. Des questions auxquelles seuls Gene Hackman, Betsy Arakawa et Leslie Hackman connaissent peut-être la réponse. Quant au monde extérieur, nous n'entendons que les murmures de la maison, les échos de l'amour, de la peur et des vérités jamais révélées. Et lorsque les portes du manoir de Sainte-Fée se ferment au coucher du soleil, elles ne clôturent pas seulement une journée, elles clôturent un chapitre de mystère sans fin.